Aujourd'hui, Science on tourne part à la découverte des origines de la démocratie. Et pour développer cette thématique, je vous propose de rencontrer Odile Petit, qui est éthologiste et directrice de recherche au DEPE, le département d'écologie, de physiologie et d'éthologie à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg. Dans notre équipe, nous nous intéressons principalement à des espèces sociales parce que nous essayons de comprendre comment les individus développent et adaptent leur stratégie sociale à l'environnement social, c'est-à-dire au congénère, qui n'est pas un environnement fixe. Et donc, on fait de l'éthologie. L'éthologie, c'est l'étude du comportement animal et de son évolution. Et pour approcher l'aspect évolutif du comportement animal, notre approche à nous, c'est une approche comparative. On compare en fait des espèces entre elles et on retrace comme ça l'évolution puisqu'on n'a pas de traces physiques. Le comportement ne laisse pas de traces comme sur un os ou comme sur une pierre fossile. Donc c'est ça la difficulté pour comprendre l'évolution et retracer l'origine évolutive des comportements. Alors, en fait, ce qu'on essaye de comprendre avec mes études sur les déplacements collectifs et sur la prise de décision, c'est comment un groupe qui est composé d'individus différents en termes de motivation, de besoins, va réussir à se mettre d'accord pour choisir de se déplacer au même moment et dans la même direction. Et ces décisions de groupe, c'est des décisions consensuelles, mais les animaux ne parlent pas. Donc notre question, c'est comment ils arrivent à se mettre d'accord? Est-ce qu'ils ont un leader qui décide pour l'ensemble du groupe? Est-ce que tout le monde se met d'accord? Et comment ils arrivent à se mettre d'accord? Et tout ça, finalement, nous permet de comprendre comment des décisions peuvent être prises dans un groupe, les humains inclus. Et quelque part, si on se met tous d'accord pour prendre une décision consensuelle, on est sur ce qu'on appelle la démocratie. Et donc on essaye, nous, de comprendre si la démocratie, elle est finalement le fait unique de l'homme ou si finalement on peut comprendre qu'elle vient de bien plus loin et donc on a une origine évolutive commune de la démocratie chez les animaux et chez les humains. Quand on essaye de comprendre l'origine des comportements, comme on veut se rapprocher de l'humain, on a tendance à travailler sur les primates. Mais les primates, quand on veut avoir une approche expérimentale de groupe, ça va être compliqué d'informer un individu, de l'emmener quelque part, de manipuler le groupe. Et l'idée était d'arriver à avoir un modèle, une espèce modèle. On a une question scientifique et on essaye de choisir le modèle le plus adapté pour répondre à la question. Et si j'ai choisi les chevaux, c'est qu'ils partagent beaucoup de similitudes avec les primates non humains. Ils vont avoir des relations sociales sur le long terme. La société est très structurée et ils ont, je dirais pas la même physiologie, mais bon, si on prend leur physiologie, elle est assez comparable et leur cognition, elle est assez comparable. Pas dans la même extrémité, mais bon, c'est assez comparable. Du coup, ça me permet, moi, on a aussi là l'approche comparative, de comprendre comment eux prennent leurs décisions, de faire des expérimentations comme on a vu sur le terrain, où on manipule les conditions de réalisation de la prise de décision et à partir de là, soit j'essaye de l'appliquer en simplifiant les protocoles chez les primates non humains, soit j'arrive à, en fin de compte, interpréter les résultats et essayer de les appliquer aux primates non humains pour lesquels j'ai des données en comportement spontané. Alors on a deux moyens de comprendre comment les décisions collectives sont prises dans un groupe de mammifères ou d'une autre espèce. C'est d'étudier le phénomène de manière spontanée. C'est l'objet de la thèse de Manon et ça a déjà été l'objet de la thèse d'une autre étudiante qui a récolté les données. Et donc là, on essaye, nous, d'extraire des règles à partir d'observations, donc du comportement naturel des animaux. Et puis, on a certaines pistes de réflexion qui nous viennent à l'issue de ces analyses et de ces travaux qui nous font nous interroger sur tel ou tel phénomène, ou en tout cas il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre avec les données spontanées. Et c'est pour ça qu'après, on va passer à une phase plus expérimentale, on va essayer de manipuler le contexte pour essayer de poser des questions aux animaux et pour essayer un petit peu mieux de contrôler l'identité de l'initiateur, le moment du départ. En tout cas, essayer de pouvoir approfondir nos questions pour avancer dans la connaissance des prises de décision de groupe. Donc c'est vraiment deux approches complémentaires. Pendant très longtemps, je n'ai pu faire que l'approche des déplacements spontanés parce qu'on avait besoin de données, on avait besoin de comprendre. Maintenant qu'on est bien avancé, on peut vraiment passer à la phase expérimentale et approfondir nos connaissances, nos questions. Ici,
On étudie les phénomènes spontanés, donc les décisions de groupe, dans un contexte où les animaux se déplacent librement dans leur environnement. Et dans la partie labo, eh bien, on analyse, on recueille l'identité d'initiateur, qui le suit, etc. Et on va pouvoir avoir des réponses à nos questions, mais ça va générer d'autres questions qu'on va pouvoir compléter par une approche expérimentale où là, on va modifier le contexte dans lequel les animaux vont déclencher des déplacements collectifs. Pour un des chapitres de thèse de Manon qui s'intéresse à la routine des animaux sur le terrain, nous avons Colin Wagner et Marc Gilles qui l'aident, ils sont en stage de M1 et ils vont l'aider à analyser les données. Voilà, en fait, quand on est sur le terrain, il n'y a aucune donnée scientifique qui peut émerger directement. Donc il y a un énorme travail d'exploitation de ces données qui peut prendre plusieurs années. Donc là, par exemple, on travaille sur des vidéos qui ont été tournées en 2012 et qui ont été déjà exploitées pour une thèse. Et on va utiliser les données d'une autre manière pour répondre à d'autres questions. On se pose la question en fait de la prise de décision par les chevaux pour ce qui est des déplacements collectifs. Donc ça consiste à regarder des vidéos de chevaux qui ont été tournées donc, pendant des heures d'observation tous les jours, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et d'essayer d'en tirer quelque chose de scientifique parce qu'on ne s'en tient pas aux observations. On doit avoir des mesures, on doit avoir des chiffres, pouvoir faire des statistiques qui soient pertinentes pour pouvoir répondre à notre question. On analyse des vidéos pour répondre à notre question, mais on doit sans cesse retourner sur le terrain parce qu'on a besoin de données ou on a besoin de confirmer des observations et des réponses à des questions avec d'autres groupes. Et donc on retourne sur le terrain. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper les individus tout là-haut et après, on va emmener Harmonie pour l'amener au tas de nourriture qui sert de récompense pour tout le groupe. Donc on va l'emmener et on va maintenir les autres individus du groupe tous en haut du pré et il ne faut pas qu'ils puissent repérer l'endroit de la récompense pour ne pas eux être informés parce qu'on a un seul informateur. Et donc l'idée après, c'est une fois qu'on a montré à l'individu informé où était la récompense, on autorise ce cheval à consommer 2 carottes et il voit qu'il y a plein de nourriture et donc on va le forcer à repartir. Généralement il n'est pas très content et du coup quand on revient dans le groupe et qu'on le relâche, il n'a qu'une envie, c'est de revenir au tas de nourriture. Donc c'est vraiment pour augmenter la motivation de l'individu qu'on fait ça et le fait qu'il parte comme ça directement fait que les autres individus du groupe vont le suivre, d'autant que chacun a eu le rôle d'informer dans des manips et que donc ils savent bien que quelque part il y a de la nourriture, mais au lieu de chercher tout seul, ils savent bien que s'ils suivent un individu informé, ça va être beaucoup plus efficace. Et en fait, ce que j'attends de ça, c'est de comparer si jamais j'ai des individus qui sont plus suivis que d'autres. C'est-à-dire que moi, je crée un leader, en l'informant, je crée un leader et je vais comparer le taux de succès par individu informé. Et donc, chaque individu est testé au minimum 6 fois dans cette position d'informateur. Et donc, bien sûr, on a différents sites dans la pâture parce qu'il ne faut pas que les animaux puissent toujours se référer au même site de récompense, sinon ils apprendraient et ils n'auraient plus besoin d'un individu qui les guide. Moi je vais emmener Harmonie aux carottes et puis après je vais la ramener auprès des autres. Donc voilà, Manon et Mathilde gardent les ponnettes de dos, comme ça elles ne voient pas du tout dans quelle direction je pars. Et puis après donc on remettra Harmonie ici et elle repartira normalement pour retourner au tas de carottes en emmenant ses congénères. Donc là, nous arrivons au tas de carottes. Je pense qu'elle les a déjà vues. J'ai autorisé à manger une carotte et elle voit bien qu'il y a encore d'autres carottes restantes. Et donc, l'idée, c'est de la motiver de manière à ce qu'elle veuille revenir immédiatement quand elle aura rejoint son groupe. Donc là, je la ramène à côté de Delight et Havane.
Donc là, on va lâcher les 3 ponnettes, dont l'informé, et nous, on va ne pas se mettre au milieu. On a souvent une hiérarchie chez les chevaux, et ce qui fait que Havane est dominante sur Harmonie. On fait toujours des expériences selon la bonne volonté de l'animal. Si l'animal ne veut pas travailler, à ce moment-là on arrête et on revient plus tard ou on revient un autre jour. Et on n'utilise que du positif, c'est que de la récompense. Et on fait très attention à ne pas créer de conflit entre les individus. On ne veut pas être là pour perturber le groupe. Un groupe de chevaux, c'est un groupe social. Donc il y a des relations sur le long terme entre les individus, des relations sociales avec des préférences. On a entre guillemets ce qu'on pourrait appeler des amitiés, c'est des préférences sociales. Et on a à la fois à côté de ça une hiérarchie, mais les préférences sociales sont extrêmement importantes dans la vie des chevaux, probablement plus que la dominance, puisqu'en fin de compte, la dominance, ça va régir quelques moments de la vie des chevaux, alors que les relations sociales positives vont en fin de compte être le quotidien et quasiment les interactions les plus fréquentes. Donc en fait, on a eu ici un individu qui a été informé, qui a été suivi par le membre du groupe, et nous, ce qu'on va relever, c'est la vitesse à laquelle les individus vont le suivre, éventuellement l'ordre, pour voir si jamais ça suit l'ordre des préférences sociales ou éventuellement l'ordre de dominance. Mais comme ici, on avait un informé qui était dominé, forcément, on ne va pas pouvoir comparer de la même façon quand l'informé est dominant ou dominé, ou qu'il y a beaucoup de relations sociales ou peu de relations sociales. C'est tout ça qu'on cherche à comprendre, c'est l'influence du crédit social de l'individu, donc de sa valeur sociale sur le suivi des autres membres du groupe. Et en fait, ce qu'on essaye de comprendre, c'est à quel point les autres membres du groupe lui font confiance ou pas, en fonction de l'information qu'il va pouvoir leur donner, puisqu'il les amène à une source de récompense à laquelle ils n'auraient pas accès s'ils ne les avaient pas amenés. Et donc voilà le souci un petit peu, pourquoi on met de la nourriture comme ça en grand cercle, c'est parce que forcément on concentre de la nourriture et on ne veut pas créer trop de conflits. Et donc là, ça permet en fait à chacun d'avoir un petit peu de nourriture. Alors au début, on avait fait un gros tas et en fin de compte, c'était pas efficace. Les animaux ne revenaient pas parce que le gros tas n'était pas assez signifiant pour eux. Et quand on s'est mis à mettre de la nourriture en grand cercle, en fin de compte, ça semblait plus signifiant et ça a été beaucoup plus efficace. Donc quand on imagine une expérience comme ça, il y a qu'on fait dans notre tête au labo sur papier, et après il y a la réalité du terrain, c'est finalement qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible. Nous on s'adapte en fonction des conditions. Nous, à chaque fois qu'on doit faire l'expérience, on doit se réadapter au terrain. On essaye de rester au maximum dans la même zone, mais il arrive qu'on doive changer de pré. Ça peut être très intéressant pour nous, parce que qui dit changer de pré, changer de cachette. Et donc du coup ça multiplie pour nous les possibilités, ça évite la répétition, parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez fait 2 à 4 expériences par jour, vous avez à peu près épuisé les 4 points cardinaux, et donc c'est vrai que si on peut changer de pré, c'est aussi un avantage. Mais l'idée c'est de s'adapter aux conditions du terrain, c'est le principe de l'expérience et de la recherche, hein. C'est qu'il y a la théorie, et puis dans la pratique, vous vous adaptez au terrain, et vous vous adaptez aussi bien évidemment aux animaux. Et l'idée c'est de jamais être pressé. Une des plus grandes qualités de l'éthologiste, c'est la patience, parce que si vous forcez les animaux, d'un, vous ne savez pas ce que vous obtenez comme résultat, et puis surtout, on n'est absolument pas dans la coercition. Nous, on est là pour coopérer avec les animaux et ne jamais les contraindre, et ça, c'est très très important. Les relations sociales dans un groupe, même si elles sont stables, elles évoluent quand même, et donc il ne faut pas non plus étendre les expériences sur du trop long terme, parce que ça nous pose un souci après en termes de relations sociales. On a une image du groupe, elle peut perdurer pendant quelques mois, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous avez des animaux qui peuvent s'en aller, par exemple, vous pouvez avoir une naissance dans le groupe, tout ça peut perturber les relations sociales. Et nous, un des paramètres qui nous intéresse, c'est savoir comment les relations sociales finalement vont influencer la prise de décision du groupe. Est-ce que les affinités entre les individus, finalement, c'est ça qui fait le succès d'un leader ou pas? Donc tout ça fait que on prend notre temps, mais on sait aussi que notre temps est compté. Donc voilà, il faut un équilibre entre tout ça et sans jamais forcer les animaux. Alors pour cette étude, on a conçu en fait un protocole qui nous permet de contrôler parfaitement tous les paramètres des déplacements, contrairement à ce qui se passe en conditions spontanées. Et ainsi, on peut vraiment tester quelle est l'influence de la seule identité d'un initiateur, donc d'un cheval donné, sur sa capacité à être un bon ou un mauvais leader, c'est-à-dire à être fortement suivi ou non.
L'analyse vidéo consiste en fait à passer de toutes les images qu'on a récoltées sur le terrain à des données chiffrées qui vont vraiment pouvoir après être analysées de manière objective avec des statistiques. Et donc pour ça, en fait, on regarde tous les tests qui ont été réalisés. On passe du temps à déterminer le moment où on a vraiment le début de chaque test, quel que soit le cheval et le moment du test. Et après, à partir du moment où on a bien paramétré cette période-là, on peut relever les variables d'intérêt qui vont être par exemple les latences qu'on va avoir entre le départ d'un individu, l'initiateur, et après la latence de suivi de ses suiveurs, que ce soit le premier suiveur jusqu'au dernier membre du groupe. Et donc pour ça, on a un très gros travail encore d'analyse puisque déjà on a pris des notes sur le terrain, aussi précises qu'on a pu, mais on n'a pas forcément tout vu sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on filme toutes les expérimentations. Et donc on va se repasser les films en fait et on va prendre des notes très précises, des latences, tous les événements qui nous intéressent lors des tests pour en sortir en fait après des tableaux de données complets. À partir desquels on va faire des analyses statistiques ensuite pour répondre à nos questions. Par exemple, si on fait plusieurs tests avec plusieurs chevaux comme leader, est-ce qu'ils vont être suivis tous avec le même niveau ou est-ce qu'on a certains individus qui vont être davantage suivis? Donc là par exemple, c'est le genre de résultat final qu'on peut en ressortir qui nous permet par exemple d'illustrer différents profils de suivi individuel en fonction de l'identité en fait du cheval qui partait. Donc par exemple on peut voir qu'on a des chevaux qui sont toujours suivis et d'autres à partir de certains événements sont moins bien suivis et ça nous permet ainsi de répondre à notre question initiale. Maintenant que vous avez pu voir au travers d'un film ce qu'était notre pratique au quotidien, quels étaient nos modèles d'études et nos questions scientifiques, j'espère que d'abord ça vous aura intéressé et nous sommes maintenant à votre disposition pour répondre aux questions qu'on espère auront émergé suite au visionnage de ce film.